Il y a quelques années, le film Le Big Short a eu un énorme succès au cinéma, retraçant le parcours de certains investisseurs qui avaient prédit la crise des subprimes en 2007 et qui avaient décidé de shorter le marché. L'investisseur qui est sorti le plus connu de ce film est Michael Burry, qui était le premier à avoir réussi à prédire un tel mouvement. Mais si tu fais bien attention dans le film, il y a un second investisseur qui est beaucoup mis en avant, il s'agit de Steve Eisman. Le nom de son personnage dans le film est celui de Mark Baum, interprété par l'acteur Steve Carell. Contrairement à Michael Burry, très peu de personnes connaissent réellement qui est Steve Eisman. Pourtant, la crise des subprimes n'a pas été son premier coup d'éclat et son premier excellent investissement, parce que sa fortune personnelle est estimée à plus de 1,5 milliard de dollars et aujourd'hui il est le portfolio manager du fonds d'investissement Neuberger Berman. Depuis plusieurs mois, il fait beaucoup d'apparitions dans les médias où il annonce une tendance qui est en train de se dessiner et qui pourrait réellement être une excellente opportunité d'investissement. Alors reste bien attentif jusqu'à la fin de cette vidéo, surtout si tu en as marre de voir partout des mauvaises nouvelles sur les marchés financiers et que des lanceurs d'alerte. Pour le coup, cette vidéo sur Steve Eisman devrait te réconforter et surtout devrait te montrer les opportunités qui peuvent se situer dans le marché, même dans ces périodes qui semblent difficiles. La première chose qui est marquante lors de ces interviews qu'il a données au cours des derniers mois, c'est son opinion haussière sur le marché. When Powell said, was it last? I think it was last week. It feels like an eternity ago. That financial conditions are tight. I was like, what planet are you on? So, I mean, my view is the economy's fine. There should be, I personally think there should be no Fed cuts this year. And, you know, the market will do whatever the market does, but the economy is fine. You know, things are good. The Fed should do nothing and wait for data to get weak. Because there's no weak data. Contrairement à la tendance de fond qu'on peut voir chez certains grands investisseurs comme Howard Marks, Ray Dalio ou encore Warren Buffett, Steve Eisman lui est plutôt positif sur ce qui se passe actuellement dans l'économie et sur le futur des marchés. Il met beaucoup en avant le fait que tout le monde est en train de commencer à paniquer, de voir un crack arriver, alors que si on regarde les chiffres plus en détail, ils sont quand même bons. On a l'emploi qui se porte bien aux États-Unis, on a également des chiffres sur l'inflation qui sont de plus en plus encourageants et également le PIB qui progresse gentiment sur le territoire et surtout bien mieux que ce qui avait été imaginé il y a quelques mois, quelques années. Selon lui, en prenant en compte tous ces facteurs et les taux qui sont censés être restrictifs à plus de 5% de la Fed devrait ne pas les baisser et les garder à ces niveaux pour le moment, étant donné qu'il n'y a pas de mauvais signes dans l'économie et que l'économie se porte bien pour le moment. Il va même un peu à contre-courant où tout le monde semble dire qu'il faudrait commencer à baisser les taux, qu'il faudrait que les taux baissent avant la fin de l'année. Lui voudrait qu'ils soient maintenus jusqu'à la fin de l'année parce que une baisse des taux serait un scénario plutôt inflationniste pour l'économie. Et le problème que nous rencontrons actuellement, c'est que cette inflation nous fait peur, on a peur qu'elle reparte à la hausse parce qu'elle est encore un petit peu élevée. Donc ajouter un scénario inflationniste sur une période où l'inflation n'est pas vraiment maîtrisée, pour lui ça ne fait pas trop de sens et c'est ça qui pourrait vraiment causer problème. My actual fear is that if the Fed were actually to cut rates, the market goes into it becomes, I guess, bubblicious. And then we have a real problem. You know, not that anybody ever calls me, but, you know, I would just do nothing. You know, why would you do something when the economy is fine? You don't think we need to raise? No, I don't. But actually, my fear is that if they cut, we'd have then eventually we'll actually have to raise. That would be the worst possible thing that could possibly happen. So, you know, one of the things I've learned as a portfolio manager is maybe the hardest thing to do as a PM is to do nothing. Because it's so easy to actually do something. And it's the same thing with the Fed. It's so easy to do something. They could cut whenever they want to cut. The hardest thing to do is just to sit back and say, okay, everything's fine. Let's just sit and wait. And if things get a little weak, then we can cut. Steve Eisman, aujourd'hui, il a peur que les marchés repartent à la hausse, s'enflamment et qu'on rentre de nouveau dans un scénario de bulle comme on a pu l'avoir en 2021. Et ce qui lui fait encore plus peur, c'est qu'on baisse les taux d'intérêt, qu'on voit l'inflation repartir à la hausse, donc on doit de nouveau augmenter les taux encore plus haut et qu'il se passe un scénario comme on l'a vu dans les années 70 où on a fait le yo-yo pendant quelques années, où l'inflation était haute, donc on a augmenté les taux. Ensuite, on a vu l'inflation commencer à baisser, on a rebaissé les taux pour que l'inflation reparte de plus belle et encore une fois réaugmenter les taux encore plus jusqu'à arriver à des taux d'intérêt qui étaient autour de 20%. Pour lui d'ailleurs, le grand challenge que va avoir la Fed actuellement, c'est de se comporter comme un investisseur. À savoir qu'un investisseur, il doit accepter de rester assis devant ses écrans à ne rien faire parce qu'il n'y a pas d'opportunité et attendre sagement que soit l'opportunité qu'il a saisie agisse comme il faut, soit qu'une opportunité arrive. Et ici, la Fed devrait se comporter pareil, c'est-à-dire
attendre sagement qu'il se passe quelque chose avant de changer les taux d'intérêt, avant de bouger les choses, parce que pour le moment, ça servira à rien et ça risque même d'être dangereux pour l'économie. Alors ce point sur la macroéconomie entre guillemets étant fait, il voit deux grands thèmes driver l'économie sur les 10 prochaines années. Le premier, ça va être le développement de l'intelligence artificielle et le second, le développement des infrastructures qui permettront soit de supporter l'intelligence artificielle, soit de supporter l'économie et la hausse de la productivité qui sera entraînée grâce à l'intelligence artificielle. Driving this economy, though, is it new productivity gains that somehow AI is coming? That's I mean, I think the two big things that are happening right now, per se, I think it's real fundamental is that there's real AI, there's real investing, and there's tremendous amount of money being spent on infrastructure, and there's still a shortage of jobs, so the consumer is fine. Alors ici, quand il parle d'IA, il rentre pas dans ce mouvement de bulle entre guillemets comme on peut le voir sur Nvidia ou sur Microsoft. Ok, c'est pas ça l'idée qu'il a derrière en disant que l'IA va driver les 10 prochaines années. Au lieu d'être drivé lui par la finalité de l'IA, donc c'est-à-dire les applications qu'on peut en faire, qui est la partie visible de l'iceberg, lui il va plutôt rechercher la partie immergée de l'iceberg, c'est-à-dire toutes les infrastructures qui permettront de faire tourner l'IA, tous les outils, tous les matériaux et tout ce qu'aussi va être engendré grâce à l'arrivée de l'IA et surtout au développement de l'IA dans toutes les entreprises. Le fait que tout ça est en train d'arriver, ça va entraîner surtout un changement majeur dans les mentalités et surtout un besoin majeur en infrastructure pour supporter tout ça et faire cette transition. Si on fait un retour en arrière, durant les 40 dernières années à peu près, on a vu un phénomène de globalisation où des entreprises américaines allaient se localiser ailleurs pour pouvoir gagner des parts de marché et optimiser surtout leurs coûts et augmenter leurs marges. Brings us to theme 3, which is improvement in the grid. Now, the grid needed improvement before because of all the pressure that we're putting on it from electrification, et cetera. But now that you add the GPUs on top of it, the pressure on the grid is even higher. So, you know, all the industrial companies that deal with utilities that are spending a ton of money to improve their grids, that's also a very long-term theme and also pretty much in its early stages. Aujourd'hui, ce cycle semble arriver à sa fin et on voit le phénomène inverse se produire, c'est-à-dire que les entreprises qui étaient délocalisées commencent à revenir à la maison, à rentrer aux États-Unis. Alors, les raisons qui les poussent à faire cela, il y a des raisons bien sûr de sécurité. On voit un petit peu toutes les tensions géopolitiques qu'il peut y avoir et les entreprises ne voudraient pas être pénalisées parce que leurs usines souvent se trouvent dans des secteurs géographiques qui peuvent être des secteurs à forte tension géopolitique. C'est ce qui fait aussi qu'elles peuvent avoir des coûts aussi faibles dans ces secteurs. On voit aussi l'augmentation du niveau de vie dans certains secteurs où elles peuvent être, qui fait que c'est plus aussi intéressant que ce que c'était avant. Autre chose, c'est ce qu'on a pu voir pendant la pandémie, où la moitié de l'économie mondiale s'est arrêtée, et ce qui fait qu'on avait beaucoup moins de transportation, que c'était beaucoup plus dur d'échanger les marchandises, et ils ont peur que ça se reproduise. Donc ils préfèrent préparer et avoir leurs usines locales, comme ça leur permettra de continuer de générer de l'argent sur le territoire, et surtout d'être moins soumis aux flux que peuvent avoir les différents échanges mondiaux et aux coupures qu'il peut y avoir dans ces échanges. Une des dernières raisons qui pousse les entreprises à revenir aux États-Unis et de revenir à la maison, c'est cette transition écologique où l'État semble bien subventionner toutes les entreprises qui vont réussir à réduire leur empreinte carbone, qui vont réussir à s'engager dans ce processus d'énergie verte, entre guillemets, et surtout qui vont garder leurs usines, leurs infrastructures à domicile aux États-Unis. Et si on creuse un peu plus ça dans l'intelligence artificielle et la technologie, le gouvernement américain semble aussi avoir peur qu'il y ait des fuites de données vers la Chine ou vers la Russie, vers des pays contre les États-Unis, et donc ils préféreraient que leurs usines technologiques reviennent aux États-Unis. On a pu le voir par exemple avec TSMC qui se voit un peu subventionné pour ouvrir des centres aux États-Unis, ou encore Intel qui a quand même touché un sacré pactole juste pour le fait de renvoyer leurs usines aux États-Unis. Et donc ce retour à la maison, qu'est-ce que ça entraîne si on réfléchit? Ça entraîne un besoin en main-d'œuvre, en matériaux, en outils, en tout ce qu'on veut pour construire justement ces infrastructures qui vont leur permettre d'exister sur le sol américain. Parce que vu que ça fait 40 ans qu'elles sont parties, ces infrastructures sont venues à manquer, c'est quelque chose qui n'a pas forcément été mis en place vu qu'on n'en avait pas vraiment besoin entre guillemets, et maintenant qu'on se rend compte on le veut, eh bien il va falloir reconstruire toutes ces infrastructures ou alors les mettre à jour. Donc c'est ici que Steve Eisman voit une carte à jouer en termes d'investissement, d'aller parier sur ces entreprises qui vont aider cette transition, qui vont aider à mettre en place toutes ces infrastructures. Et en plus de ça, comme on a pu le voir juste avant avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, il faut des infrastructures pour l'IA qui vont être adaptées à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on n'a pas que Nvidia qui va fabriquer des processeurs pour faire tourner les IA, on va avoir plein d'autres entreprises qui vont arriver là-dedans. Alors certes, aujourd'hui Nvidia est cher, mais il y a plein d'autres entreprises qui ne sont pas encore valorisées comme il faut et qui vont avoir un énorme impact et surtout une grande nécessité pour le développement de l'intelligence artificielle. Donc on va avoir des data centers, des entreprises qui vont fournir les puces, des entreprises qui vont fournir les matériaux pour fabriquer ces puces, et également, on l'oublie
oublie beaucoup, des entreprises qui vont fournir l'électricité et surtout des infrastructures électriques, un réseau électrique digne de ce nom, pour pouvoir alimenter tous ces data centers et tout ce qui pourra permettre à l'IA de tourner correctement. Et on s'en rend pas compte aujourd'hui, mais l'électricité est vraiment un point majeur dans cette transition. Et aujourd'hui, il y a encore de nombreux États aux États-Unis qui ont des coupures de courant régulières parce que les infrastructures électriques, le réseau électrique n'est pas correctement développé et n'est pas mis à jour suffisamment régulièrement. On doit avouer quand même que ça fait très tâche, surtout quand le gouvernement met en avant les énergies vertes et la transition vers le tout électrique, quand on n'est pas capable d'avoir un réseau électrique digne de ce nom qui soit capable d'être supporté dans tous les États du pays. Et donc forcément, ce manque qu'il y a dans ces infrastructures électriques, il va falloir embaucher des entreprises qui vont tout renouveler, il va falloir embaucher de la main-d'œuvre, avoir des matériaux, avoir du savoir-faire pour mettre à jour tout ce réseau électrique et surtout faire en sorte qu'il fonctionne correctement. Et ça, c'est un point, on le voit, le gouvernement aujourd'hui, les chiffres le montrent, ils investissent massivement dans cette transition écologique et dans cette transition énergétique, dans ces réseaux électriques. Part is greenification, which has been a long-standing theme, but is going to keep going. And you take all four of those boxes and you turbocharge them by the fact that the United States has not had an industrial policy in anyone's lifetime, and it has one now. The combination of the IRA and the IIJA adds up to about $1.2 trillion over 10 years. So that'll turbocharge all the four themes that I just spoke about. Par exemple, le gouvernement de Biden a investi, lui, plus de 3,4 milliards dans le réseau électrique américain. On va ajouter à ça en plus 4 milliards investis par des entreprises privées pour développer également ces réseaux électriques. Donc ça fait plus de 8 milliards qui sont investis et ce n'est que le début parce que selon Steve Eisman, en comptant la transition vers l'énergie verte qui est en train de vivre les États-Unis, c'est plus de 1200 milliards de dollars qui vont être investis au cours des prochaines années. Et c'est un marché qui est vraiment énorme où il y a beaucoup d'argent à se faire pour les entreprises qui seront capables soit de s'adapter à cela et de bien en tirer profit, ou les entreprises qui vont pouvoir fournir les matériaux, la main-d'œuvre et le savoir-faire qu'il faut pour faire toute cette transition et pour mettre en place tout cela. Pour conclure tout ce qu'a mis en avant Steve Eisman et toute sa thèse d'investissement là-dessus, il y a 5 grands facteurs qui semblent se relier vers cette idée où ces entreprises qui seront capables de fournir ces infrastructures, qui seront capables de développer et de mettre à jour toutes les infrastructures électriques pour l'IA, etc., peuvent avoir une très belle performance dans leurs résultats et voir leurs chiffres complètement exploser. Le premier, c'est qu'on voit que toutes les usines qui étaient à l'extérieur des États-Unis commencent à être rapatriées aux États-Unis. Le deuxième, c'est que le gouvernement commence déjà à investir dans ces infrastructures et sait qu'il a un retard sur ces infrastructures. Troisièmement, l'IA est probablement le moteur principal pour la productivité américaine sur les 10 prochaines années et ils ne peuvent pas passer à côté de ça ou se faire doubler par d'autres pays, donc ils vont être obligés d'investir pour que ça fonctionne correctement. Quatrièmement, les réseaux électriques ne sont pas à jour à l'heure actuelle, ils ne sont pas développés correctement, donc il faut les renouveler ou alors en créer de nouveaux pour combler tous ces besoins qui ne sont pas encore comblés. Et en cinquième point, on voit que les États-Unis et même globalement les pays développés dans le monde rentrent sérieusement dans une transition énergétique. C'est quelque chose qu'ils considèrent de façon très sérieuse dans leurs plans et dans leurs enjeux gouvernementaux. Donc forcément, ils vont devoir investir là-dedans et ça en fait partie. Donc si tu veux tirer profit de tout ce qui est en train de se passer actuellement et de cette tendance, eh bien visiblement, il faut que tu te concentres sur ces entreprises qui vont fournir ces infrastructures, que ce soit électriques, énergétiques ou même les matériaux qui vont être nécessaires pour construire tout ça. Parce que visiblement, c'est un marché qui est encore à l'heure aujourd'hui sous-évalué. On ne semble pas avoir compris l'ampleur de cet événement et donc il y aurait potentiellement de l'argent à aller chercher là-dessus. C'est tout pour cette vidéo. Si tu souhaites aller plus loin, je t'ai préparé une liste d'entreprises qui me semblent sous-évaluées et qui reversent un dividende depuis plus de 20 ans. Tu trouveras le lien gratuitement dans la description pour y accéder. Si la vidéo t'a plu, pense à laisser ton meilleur pouce bleu. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de Steve Eisman, de sa prédiction. Est-ce que ça te semble logique? Est-ce que ça l'est un peu moins? Ou alors peut-être pour toi, le marché est déjà surévalué par rapport à tout ça. Dis-moi tout en commentaire. Je serais très curieux de te lire et même de débattre là-dessus. Pense également à t'abonner en activant la petite cloche pour ne rien rater des prochains épisodes. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!